Nous allons commencer. Nous sommes ravis de vous recevoir dans le cadre de notre Visio Business Club mensuel. Je salue tous les membres et tous les invités, nos managers également qui sont présents pour cet événement. Alors, événement un petit peu particulier, c'est une première, on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Bon, et il faut grandir. Accueilli pour l'appartement en région parisienne et on se retrouve autour d'une vingtaine de mille de livres, 20 000 livres autour de nous, ce qui est très très impressionnant. Alors, il m'a confié qu'il ne les a pas tous lus, mais j'avoue que je crois que c'est quand même un endroit assez magique et la lecture, on sent, c'est une obsession et une passion qui est patrie. Juste d'un point de vue pratique, on vous demande vraiment de couper vos micros quand vous rentrez dans la salle de cette visio. Vous réactiverez votre micro pour ceux qui souhaitent poser les questions. Voilà, aujourd'hui, nous allons démarrer. Il est né le 20 septembre 1947 à Reims. Il est très attaché à sa Bretagne, où il a passé sa jeunesse. Jeune homme qualifié de brillant, il obtient son bac à l'âge de 15 ans. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il voulait devenir diplomate. Il étudie parallèlement le russe, le polonais, le serbo-croate. Il est diplômé du Centre de formation de journalistes. Il gagne le concours envoyé spécial de France Inter en 1971. C'est un homme de radio, reporter, présentateur de journal, animateur, éditorialiste. C'est un homme de télévision. Pendant près de 30 ans, jusqu'en 2008, il a donné rendez-vous aux Français chaque jour à 20 h avec son célèbre « Mesdames et messieurs, bonsoir ». Comment oublier cette voix reconnaissable entre tous? Sa marionnette des Guignols de l'info a continué de nous accompagner bien après 2008. Véritable touche-à-tout, il est passionné de littérature, d'aviation, d'explorateur. Il aurait voulu vivre la vie de Laurence d'Arabie ou de Saint-Exupéry. Il se décrit comme un écrivain et voyageur et accessoirement journaliste. Ses modèles, ses deux grands-pères, l'un poète connu sous le nom de plume de Jean d'Arvor et l'autre aviateur de combat pendant la Première Guerre mondiale avec Antoine de Saint-Exupéry. Maintenir cette solution dans le temps, être pérenne dans le temps. Allô? Et dont il était l'ami. Des regrets, probablement, mais il nous en parlera. Il est fier de ne pas en avoir fait carrière, mais d'avoir été jusqu'au bout de sa passion. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons passer 1 heure avec Patrick Poivre d'Arvor, mais juste avant ça, un petit clin d'œil au passé. Il y a un petit souci, je reviens là-dessus. Un petit clin d'œil au passé, rappelez-vous. IT1 20 h avec Roger Giquel. Bonjour. Dès hier. TF1, 20 h, Jean-Claude Bourré. Le président sud-africain annonce la prochaine libération sans... Madame, monsieur, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bon. Bonsoir à tous dans l'actualité de ce... Patrick, je ne sais pas si tu nous entends, nous sommes dans une autre pièce. Voilà, a priori, il y a un petit souci de micro, mais peu importe. Je vais donner la parole tout de suite à nos membres les plus actifs du réseau chez nous. Christophe Chenoir, tu voulais poser une première question et après, on reviendra sur le sujet après. Christophe, à toi la parole. Bonjour et bonne année à tous. Bon, vous me prenez de vif parce que je ne pensais pas que j'allais poser ma question immédiatement. Je me dépêche, tu es bientôt à la retraite, donc il faut que je donne un peu de rythme à la réunion. Voilà. Alors, on va se dépêcher. Ma question, elle était simple. Vous avez eu une vie bien remplie. Vous avez côtoyé tous les grands de ce monde. Si aujourd'hui, Aladdin passait vous voir et il vous offrait une seconde vie, vous en feriez quoi? D'abord, bonjour et bonjour à tous. Je suis ravi d'être en votre compagnie, même si elle est un petit peu virtuelle. Alors, écoutez, s'il y avait une deuxième vie, je pense que je referais la première quand même, si c'est autorisé, et puis je multiplierais par 2, quoi, parce que je suis insatiable, parce que j'aime les rencontres, parce que j'aime les déplacements, les découvertes et tout ça.
Donc, il me semble que j'ai encore plein de pages à tourner et je voudrais faire ça au maximum. Je voudrais peut-être aussi m'occuper peut-être davantage de mes enfants parce que quand on court, comme j'ai couru tout au long de ma vie, évidemment, on ne les voit pas grandir. Et c'est seulement au moment où ils deviennent adultes qu'on se dit « Oh là là, j'ai raté des choses. » Voilà. Donc, c'est le seul petit bémol que j'introduirais, mais pour le reste, voilà, toujours cavaler, courir, galoper et découvrir. Alors pour la petite histoire, Patrick court tous les matins 25 minutes, 25 minutes, une demi-heure. Il a couru il y a quelques années le marathon de Paris en 4h50, hein, le marathon de New York. En 4h50. Oui, oh, bah, c'était pas, non, j'étais pas le roi du chrono, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était de terminer. Et d'une manière générale, même ce marathon de New York, je l'ai vraiment vécu comme un grand reportage, quoi. J'ai regardé autour de moi tout le temps. Donc, je m'en fichais d'aller vite ou pas vite. Ce qui me comptait pour moi, c'est de terminer. Et vraiment, tout ce que j'ai imprimé, tout ce que j'ai reçu, de même chose quand j'ai grimpé sur le sommet du Kilimandjaro ou sur le sommet du Mont Blanc, etc. C'était vraiment de la matière que je voulais avaler. Et évidemment, je l'ai vécu un peu comme une quête d'un reportage, mais de 1000 choses. Donc, je prenais mon temps. Alors, si tu veux, Patrick, ce que je te propose, c'est que pendant une petite heure, on va bavarder autour de quelques sujets de l'année 2020 et on va se servir de certains sujets pour justement mieux découvrir ce métier de journaliste que tu as vécu. Et je te propose qu'on commence tout de suite sur les moyens. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est on a vu, rappelez-vous, il y a un an quasiment, les incendies monstrueux qu'il y a eu en Australie, qui ont dévasté un pays quasiment. Moi, la question, Patrick, c'est à ton époque, un événement de ce type-là, comment vous le couvriez? Comment vous déplaciez autant de correspondants locaux et quels étaient les moyens qu'un JT pouvait mettre en œuvre pour couvrir un tel événement? Alors, moi, c'était un peu spécial parce que j'avais la bougeotte, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'une certaine façon, j'aimais énormément présenter les journaux de l'étranger ou d'ailleurs. Et donc, j'ai dû, je sais pas, dans ma vie, j'ai dû présenter à peu près 10 000 journaux télévisés. Ben, je crois qu'il y en a bien 200 ou 250 qui ont été délocalisés, qui ont été présentés dans des endroits où il se passait des événements terribles. Alors, évidemment, bien sûr, les Twin Towers à New York, mais également la famine en Ouganda ou à Mogadiscio ou un coup d'État à Moscou, un autre à Madrid, tout ça, j'étais là. Donc, ce n'est pas impossible que enfin, je ne sais pas, on ne refait jamais l'histoire, mais peut-être j'aurais tenté d'aller là-bas pour, comment dire, que les gens se rendent compte encore davantage. Quand le présentateur se déplace, les gens suivent le présentateur, suivent un petit peu toute cette équipe, et d'une certaine façon, ils auraient peut-être pris encore davantage conscience de cette horreur. Et vous voyez, c'est très étrange parce qu'on se retrouve ensemble en direct le jour de l'investiture de Joe Biden. Il a annoncé d'ores et déjà qu'il allait revenir dans l'accord de Paris. Et là, ces incendies en Australie nous montrent évidemment d'une manière très, très violente que l'homme ne fait pas assez attention à sa planète. Alors, le petit clin d'œil également, Patrick, je te le disais tout à l'heure quand on est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous puisqu'on vient te voir, c'est le jour de l'intronisation de Joe Biden. Et il y a 4 ans, c'était le 9 novembre 2016, lorsque Donald Trump avait été élu président des États-Unis, bien ce jour-là, je me souviens très bien, c'était un mardi matin, il était 9h. Contre toute attente, Donald Trump était élu président des États-Unis. Et ce jour-là, à 13h, au Stade Bollard à Lens, on recevait François Fillon. Et ma première question, c'était et Monsieur Fillon, et si les sondages étaient trompés pour vous également? Et 15 jours plus tard, il était élu aux primaires. Donc, c'était ce petit clin d'œil sympa que je voulais dire. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas toujours du hasard. Oui, et puis, il faut faire attention aux sondages. Hein. Ça, les sondages nous ont prouvé 1000 fois qu'ils savaient se gourer. Hein. Alors justement, quand tu parles de sondage, c'est un beau sujet. Les soirées électorales que tu as partagées avec Claire Chazal ou autres, aujourd'hui, quand vous annonciez les résultats, est-ce que vous étiez sûr de vous? Est-ce que par hasard, si un sondage malheureusement n'avait pas été… Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un sondage se soit trompé lors d'une soirée électorale? Non, non.
Jamais, parce que lors d'une soirée électorale, c'est un sondage sorti des urnes. Donc les gens qui viennent de voter racontent, ils disent tout de suite pour qui ils ont voté. C'est pas oui, j'ai plutôt envie de, je verrai dimanche prochain. Non, là ils viennent de voter. Donc ces sondages-là sont extrêmement sérieux. D'ailleurs, on ne devrait pas les appeler des sondages, c'est des pointages, quoi. Et en général, puisque un grand nombre de bureaux fermaient à 18 h, on avait une indication de tendance sur les petits villages. Globalement, on savait, je dirais, vers 7h, 7h15, 7h15, on savait qui allait être le prochain président de la République. Il n'y a que 2 cas où les choses ont été extrêmement justes. C'est d'abord en 1974, comme vous le savez, Giscard a été élu avec 50,8% des voix, enfin, ce n'était pas énorme. Et puis, même chose d'ailleurs en 81, où Mitterrand n'est pas élu avec plus de 51,5, je crois. Et puis, il y a eu évidemment 2002, qui était une élection assez défiante, puisque tout le monde pensait qu'on s'acheminait vers un Chirac-Jospin, et que c'est finalement Chirac-Le Pen qui est sorti des urnes. Donc là, quand on a commencé à voir à 8 h, à 6h10, 6h30, qu'il y avait beaucoup de bulletins Le Pen, beaucoup plus que prévu, beaucoup plus qu'annoncé par les sondages, là, c'est sûr qu'on a fait extrêmement attention parce que ça ne tenait à pas grand-chose, hein, l'écart entre Le Pen et Jospin. Ça veut dire que les invités que vous avez dans vos soirées électorales, c'est-à-dire qu'ils sont choisis en fonction des résultats? Ou est-ce que vous le saviez à l'avance? Non, parce qu'il faut les prendre très longtemps à l'avance, les bouquets, hein, comme on dit dans notre jargon, donc les retenir. Et puis, un certain nombre d'entre eux disent « Ah ben non, j'ai déjà dit oui pour aller je ne sais où, ou je ne veux pas m'exprimer tant que, etc. etc. » Ça veut dire surtout que la plupart de ceux qui viennent sur le plateau, qui ont dit oui longtemps à l'avance, découvrent en même temps que nous ce qui va se passer. C'est assez rare même qu'on leur apprenne une nouvelle, quoi. Enfin, vous voyez, par exemple, François Fillon, vous parliez de lui. Un jour, il est venu, c'était les régionales, et ça avait été vraiment une lame de fond contre son parti et son mouvement. Et c'est lui qui nous a annoncé, voilà, en direct, qu'il était battu dans sa propre région, alors qu'on pensait que c'était dans la région Pays de Loire, que c'était impensable. Alors, tu sais que nous, Patrick, on est dans la région des Hauts-de-France, Valenciennes, et notre président de région, c'est Xavier Bertrand. On a eu l'occasion assez régulièrement d'échanger avec lui. Et un jour, je me souviens un peu dans la confidence, il m'avait dit j'ai fait 8 20 heures dans ma vie. Donc, là, c'est assez amusant parce que c'est un peu comme le sportif de haut niveau qui se rappelle les médailles olympiques qu'il a eues, mais lui, c'était des 20 heures. Et il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il m'a dit, tu sais, Olivier, un 20 heures, ça se mérite. Il faut savoir jeûner. Et je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et tu m'as dit, en effet, il y a des personnalités que nous ne recevons pas dans les 20 heures de TF1 parce qu'ils sont trop souvent à l'affiche et on veut quand même que ça soit des gens qui ont des choses à dire. Comment tu choisissais, toi, Patrick, quand tu étais le patron du 20 heures, tes invités? D'abord, il a parfaitement de dire qu'il faut une raréfaction d'une certaine façon. Il ne faut pas se disperser. Et c'est sûr qu'après, on n'a plus envie d'écouter puisqu'on l'a entendu partout. Puis, il ne peut pas y avoir d'informations très nouvelles qui nous soient données par l'homme politique en question. Il faut aussi qu'il y ait une raréfaction du nombre des invités. Et il a raison de dire là encore que ça se mérite, 20 heures. En ce qui me concerne, je crois que j'ai été le premier à lui donner la possibilité de s'exprimer dans le 20 heures. Il y en aura d'autres, à mon avis, dans les mois à venir. Et puis, comment dire, il faut que les gens soient vraiment dans l'actualité. Il ne faut pas uniquement que ce soit quelqu'un qui dise « Ah, ben, j'ai une campagne de communication à faire » où je vais me présenter aux élections et il faut que je m'exprime. Là, évidemment, on est obligé de les recevoir les uns les autres. C'est le CSA qui nous le demande, mais il faut qu'il y ait quand même une originalité. Il ne faut pas quelqu'un qui arrive et qui nous débite des éléments de langage
écrit pour l'ensemble des membres de son parti. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de recevoir, en tant qu'invité, des gens avec qui tu n'as pas forcément de fibres, enfin d'atomes crochus avec lui, même plutôt, on peut parler d'ennemis. Est-ce que tu as des ennemis, toi, et est-ce que tu as déjà reçu des ennemis sur ton plateau? Oh, bah, il y a des tas de gens pour qui j'ai pas voté, hein, qui est par nature. Hein. C'est pas forcément des ennemis, ça. C'est pas forcément. Voilà, mais pour autant, ce ne sont pas des ennemis. Puis je considère que notre métier n'est pas justement de créer la guerre. Mais il y a des gens que je n'apprécie pas particulièrement. Oui, il y en a même un qui un jour m'avait fait un sale coup, et j'ai fini par l'inviter, mais plusieurs années plus tard, il a fallu un petit peu de temps. Voilà. T'es rancunier, Patrick ? Comment? T'es rancunier? Non, mais je peux même donner son nom, c'était Arnaud Montebourg, parce qu'il avait créé en tant qu'avocat une espèce d'association qui ne regroupait, je crois, que lui-même et deux personnes. Et il nous avait attaqué, il avait sorti toute une histoire autour d'un truc, enfin, c'était vraiment la fake news absolue, c'était autour d'une interview de Fidel Castro. Et donc, il avait créé ce truc qui a d'ailleurs, mine de rien, bon, il a été débouté en justice, il a perdu, et il n'empêche que le mal est fait. Vous savez, quand on commence à dire du mal, les gens finissent par y croire, alors qu'en l'occurrence, j'avais bien interviewé Fidel Castro, c'était je crois en 1993, et l'année précédente, je l'avais rencontré lors d'une conférence de presse. Mais conférence de presse, il y avait 100 personnes, donc c'était très difficile de faire passer une conférence de presse pour une interview, même si c'était maladroit. Et donc, lui, s'était un peu emparé de cette affaire. Le fait qu'il soit condamné, ça n'a pas empêché que ça a prospéré. Donc, je lui en avais un peu voulu, oui, c'est vrai. Et puis après, j'ai fini par le recevoir quand il a eu des fonctions importantes, notamment de ministre de l'économie. Tu sais que pour la petite histoire, on l'a reçu, nous, il y a 2 ans, dans un de nos clubs. Et c'était le seul qui nous a, lorsqu'on était dans cette salle, c'est là où tu es venu, c'est au Stade Bollard à Lens. Et, oui. Il a demandé s'il y avait un journaliste dans la salle. Il y en a un qui a levé la main. En effet, il y avait un journaliste de La Voix du Nord. Et il a demandé au journaliste de sortir. Donc voilà, de la réunion, parce qu'il ne voulait pas de journaliste dans la salle. Donc c'est le seul qui nous avait fait cette demande-là en 449 déjà. Oui, mais je trouve ça bizarre, vous savez, parce que ça veut dire, ça laisse entendre en tout cas, que l'homme politique a deux paroles. Une publique, comme ça, et il y a des journalistes pour la répercuter, et une privée. Or, moi, j'ai tendance à penser que, voilà, on dit ce qu'on pense, j'assume les conséquences de mes actes dès qu'ils sont publics, incontestablement, obligatoirement, et j'espère ne pas dire en privé le contraire de ce que je dis en public. Alors, si on revient sur la question, de moyens, moi, je voudrais avoir ton avis. Une information de ce type-là qui date de quelques mois, comment aujourd'hui, lorsqu'on reçoit ce type d'infos en rédaction, comment vous réagissez? Et surtout, parce que tous les médias veulent s'emparer de l'information dans les plus brefs délais, quel est aujourd'hui ton sentiment quand tu es rédacteur en chef, tu es à quelques minutes ou à quelques heures de prendre le 20h, comment vous réagissez par rapport à une info comme ça et comment vous la transmettez? Alors, pour le coup, là, je parlais de journaux délocalisés. Moi, je sais que j'aurais demandé à la rédaction de venir avec moi à Beyrouth quasi instantanément, parce que c'est comme ça que vous vous mettez d'abord dans la peau de l'événement, dans l'atmosphère, et puis c'est comme ça que vous pouvez aider des populations qui souffrent. Et il y a beaucoup de gens d'origine libanaise en France, etc. Donc, les gens sentent cette solidarité à travers la présence d'une équipe sur place. Je crois que ça le méritait, parce que c'est un événement qui n'est pas qu'une explosion et ce n'est pas que 204 morts. Hélas, les Libanais ont connu beaucoup d'événements dramatiques dans leur vie, et ça disait beaucoup sur une situation, pas uniquement d'un pays, mais d'une sous-région. Et donc, pour moi, c'était important de mettre les moyens pour pouvoir. Alors, je montre
Quelqu'un pouvait éteindre son micro, ça serait sympa. Je montre l'image avec Anne-Claire Coudray qui a fait un reportage il n'y a pas longtemps au Mali, qui s'est déplacée sur place. Moi, je voudrais savoir, Patrick, est-ce qu'aujourd'hui, dans ton métier, il y a eu des sujets que tu n'as pas traités ou où tu n'as pas été sur place pour des questions de coût? Est-ce qu'un jour, le patron de TF1 t'a dit non, Patrick, on n'y va pas, ça coûte trop cher? Oh, c'est possible. Là, dans la seconde, je ne vois pas immédiatement. Mais je trouve que Anne-Claire a eu bien raison de partir là-bas. C'est très important parce qu'on comprend mieux. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup de soldats français. Vous voyez, il y a beaucoup de Maliens aussi ou de gens d'origine malienne qui regardent le journal télévisé. Donc, c'est important de pouvoir montrer ces choses-là. Mais non, je ne crois pas qu'on m'ait refusé ça. Mais c'est vrai qu'en plus, le journal marchait formidablement bien. On faisait presque des chiffres 2 fois supérieurs à la concurrence. Donc, on avait tendance à avoir le soutien de notre direction. Et justement, ce rapport entre l'audimat et le coût que représentait un journal, est-ce que ça, quand vous étiez en réunion de direction chez TF1, est-ce que le sujet économique venait sur la table? Non, je ne crois pas, parce que… Mais c'est vrai ce que vous dites, hein, incontestablement, ceci engendre cela. Obligatoirement, le fait que le journal marche très bien, des parts de marché supérieures à 40%, des audiences supérieures à 10 millions de téléspectateurs, parfois 12, parfois même 14. Bon, tout ça faisait que, évidemment, on nous disait, allez, vous pouvez y aller, on met les moyens, on fait ce qu'il fallait. Et puis, c'est vrai que j'ai eu cette chance de connaître une époque absolument magnifique. Bon, souvent à TF1, on a dénommé un peu l'âge d'or de TF1, c'est-à-dire avec 2 personnages mythiques à la tête, Patrick Lelay et Étienne Moujotte, et que ces gens-là, ils savaient ce qu'il fallait, mais ce n'était pas uniquement en matière d'information. Quand ils disaient on allait mettre le paquet sur le sport pour telle ou je sais pas, une Coupe du Monde de football, par exemple, ou sur les variétés, ils faisaient la même chose. Donc, c'était des gens qui avaient cette prescience de l'image d'aujourd'hui et l'audience de demain. Alors, on va parler d'un autre sujet aujourd'hui sur cette neutralité de l'information. C'est souvent une question qui est revenue dans les choix de nos membres. Comment on peut être impartial? Comment on peut être objectif quand on communique une information? L'exemple de George Floyd, ce qui s'est passé en 2020, forcément, je suppose que ton avis tu dois avoir forcément un cœur comme tout le monde, tu dois avoir ton propre avis. Comment être objectif quand on retranscrit une information dans un JT? Moi, j'ai toujours tendance à penser que d'abord, il faut toujours dire la vérité. L'objectivité, je ne suis pas sûr que ça existe. Nous sommes tous subjectifs. Vous arrivez du Nord, des Hauts-de-France. C'est sûr, quand on vous parle de votre département, du Pas-de-Calais, du Nord, des Hauts-de-France, il y a une petite fibre qui vit en vous, qui est évidemment plus importante que si on vous parle de la Gascogne ou de l'Alsace. Sur George Floyd, c'est sûr que quelqu'un qui est noir a peut-être tendance à avoir une émotion plus forte aussi sur ces sujets-là. Donc, il faut le reconnaître. Et puis, on a tous des religions, on a tous des opinions politiques, on a tous… Bon, à partir de ça, une fois qu'on sait d'où on vient, etc., il faut tout faire pour être le plus neutre possible. Moi, je trouve que c'est très important. Et je vous assure que dès que je vois un journaliste qui pose des questions d'une telle façon qu'elle semble orientée, à ce moment-là, moi, j'étais à mon poste, je n'ai pas envie de regarder parce que je sais ce qu'il va essayer d'obtenir, qui d'ailleurs l'intéresse qu'assez peu, puisque souvent, il s'intéresse davantage à ses propres questions qu'aux réponses qui sont faites. Alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que celui qui t'a succédé au JT, c'est Harry Roselmack, qu'on a reçu également. Et un jour, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Harry, toi qui es un homme de couleur, est-ce que ça a été un frein ou l'accélérateur? Il m'a dit non. Il m'a repris. Il m'a dit, Olivier, je ne suis pas un homme de couleur, je suis un noir. Donc, tu peux dire le mot noir, ce n'est pas tabou. Et j'ai trouvé ça assez amusant dans sa réflexion. Est-ce que ça aussi, c'était de la part de l'équipe de direction de TF1 de mettre un noir au journal de 20h? C'était quelque part indirectement pour vendre un peu mieux
le JT demain, de surprendre encore plus les Non, téléspectateurs? si vous voulez, on en avait beaucoup parlé justement avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte. Et il se trouve que je suis à l'origine de l'embauche de Harry Roselmack, que j'aime beaucoup par ailleurs dans la vie. C'est un garçon très loyal. Et il se trouve que je suis allé dans un dîner d'un club qui s'appelait le club Averroès, qui regroupait pas mal de journalistes qui étaient soit d'origine maghrébine, soit qui avaient une couleur déterminée ou qui étaient voilà, qui n'étaient pas, comme on dit, obligatoirement français de souche, ou en tout cas métropolitain de souche. Et là, je suis tombé sur Harry, que j'écoutais sur France Info. On a discuté. Quand je suis rentré, et le lendemain matin, j'en ai parlé à mes patrons, je leur ai dit, celui-là, il faut l'engager, il est vraiment, vraiment bien. Et il a donné plus que toute satisfaction, puisqu'il est toujours là. Il y a eu d'autres personnes avec qui tu as eu un vrai fit, que tu as fait accélérer la carrière, à part Harry? Bah, enfin, j'ai pas envie de. Là, si je parle d'Harry, c'est que lui-même l'a plusieurs fois dit, mais je n'ai pas envie de m'en glorifier. Mais oui, bien sûr, je pense, et j'en suis fier d'ailleurs, quand je vois tel ou tel à telle ou telle place, je me dis, bah, voilà, je suis content d'avoir aidé à ce qu'il soit. Vous voyez, par exemple, dans mon équipe, travaillait aussi bien Gilles Boulot, qui était notre correspondant à Londres, puis à New York, puis à Washington, que Anne-Claire Coudray, que David Pujadas, que Anne-Sophie Lapix, qui aujourd'hui présente des journaux un peu partout. Et bon, ben, je suis content qu'ils aient travaillé avec moi. Alors, on a parlé de la délocalisation tout à l'heure. On parle de Joe Biden ce soir, l'intronisation. C'est quand même un événement mondial, ce qui est en train de se passer. On a parlé de la déloc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les journaux que tu as fait, quel est celui qui t'a le plus marqué à l'extérieur? Ben, on a parlé à un moment donné de Mandela. Quand Mandela est sorti de sa prison de Robben Island, en face du Cap, où il avait passé un quart de siècle, et qu'il a donné une interview. D'abord, tout le monde pensait qu'il allait être dans la revendication et dans l'opposition pas du tout, et d'ailleurs, quelques années plus tard, aussi bien lui que celui qui l'a fait sortir ont eu le prix Nobel de la paix. Donc ça, c'était des moments où on se dit, tiens, je suis dans l'histoire, ou quand vous êtes évidemment le jour de la chute du mur de Berlin, ou quand vous êtes là, que 2 tours viennent de s'effondrer et qu'il y a eu plus de 3000 morts. Ce sont des moments qui sont assez vertigineux, où il ne faut pas se laisser trop envahir par l'émotion, mais il faut raconter les choses. Ok. Je suis bloqué. Alors, ok. Les rencontres exceptionnelles, tu en as fait, on en a un peu parlé. Récemment, Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés. Tu as eu l'occasion de l'interviewer. Quand on interviewe un chef d'État, tu l'as interviewé avant qu'il soit président et après qu'il soit président, ou Oui, pendant qu'il est… Oui. Avant, parce que je trouve que j'avais eu la chance de bien le connaître dans les années 69-70, donc c'était vraiment bien avant qu'il soit président, 69 jusqu'à, c'est ça. Et là, je l'ai souvent rencontré, interviewé. Il était brillantissime, brillantissime. Et pourquoi il était brillantissime? Parce que vous voyez, il fait partie de cette catégorie d'hommes qui, lorsqu'on discute avec eux, un grand nombre de leurs interlocuteurs sortent en disant « mais j'ai l'impression d'être plus intelligent qu'avant de les avoir rencontrés ». Mais c'était valable pour Valéry Giscard d'Estaing comme pour François Mitterrand, son successeur. Des personnages qui volaient à des altitudes. Et donc, forcément, on se dit qu'on est plutôt content de les rencontrer. Après, il y en a d'autres, ils ne vous impressionnent pas de la même manière, mais ils ont leur charme, leur qualité. Alors, justement, les rencontres que on a fait, on en a sélectionné quelques-unes. Je sais que celle de Simone Veil t'avait particulièrement touché, parce qu'en plus, elle parle beaucoup, je crois, Simone Veil, quand tu lui posais une question, il fallait pouvoir reprendre la parole par la suite.
là, de ces 9 rencontres, si tu en as 2 ou 3 que tu as envie de commenter, ça serait lesquelles? Oh ben, j'aime pas choisir, faut pas m'en vouloir. Non. Bon, j'adore recevoir des actrices, ça c'est très très agréable, mais c'est quand même pas le même enjeu, très franchement, que les autres rencontres qu'on peut faire avec des Bill grands Clinton, par noms. exemple, on m'a dit que tu avais couru, tu avais été courir avec lui ou tu avais proposé d'aller courir avec lui? Ah, Bill Clinton, non, c'est lui qui m'a proposé. Il m'a proposé un jour à Paris et il voulait que. Bon, alors, j'imaginais tous les problèmes avec le FBI et compagnie. Et puis c'était peut-être juste pour me flatter, hein, pas plus, pas moins. Mais Clinton, oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Bush aussi, Obama. Alors, je n'ai pas rencontré Trump, je l'ai rencontré avant qu'il soit président, mais sans trop me rendre compte, il était à ce moment-là à la tête de la Trump Company. Et puis, Reagan, oui, j'ai rencontré Reagan aussi. Chez les Américains, j'en ai pas raté beaucoup, hein. J'étais là pour la première élection en 76, c'était Carter, vous voyez, donc ça date. D'accord. Alors justement, Clinton, quand il était président avec l'affaire Lewinsky, aujourd'hui, tu l'as interviewé durant ce séisme mondial qu'on a connu ou est-ce qu'il y avait des sujets que tu n'avais pas le droit d'aborder avec certains chefs d'État, par exemple? Non, alors franchement, surtout les Américains, de ce point de vue, ils ont plein de défauts, mais ils ont cette qualité, ils acceptent tout, hein. Et les journalistes américains sont d'ailleurs très, très mordants en général sur à peu près tout. Non, sur l'affaire Lewinsky, une fois, on s'était retrouvé à en parler. Et moi, j'avais été choqué par le fait que à ce moment-là, il y avait un événement mais considérable. Il avait réussi à faire venir Yitzhak Rabin à la Maison-Blanche et Yasser Arafat et à leur faire serrer la main. Et tout ça, il y avait eu 2 questions là-dessus. Et puis, tous les autres journalistes qui se trouvaient là-bas, à la Maison-Blanche, dans la foulée, avaient parlé que de l'affaire Monica Lewinsky. Or, c'est ça, quoi. C'est hélas ça maintenant la tendance journalistique du moment et on se laisse entraîner par des flux, puis après on passe à d'autres. Et je trouve qu'on est ballotté, quoi. Lelouch dit souvent, quand il parle d'un peu de la vie, les gens ont tendance à faire 97 ou 98% de choses admirables, magnifiques, et puis malheureusement, comme l'invite chacun, on arrive à faire 2-3% de conneries, d'erreurs, et on ne retient que ça. Et on a tendance, en effet, aujourd'hui, à croire que les journalistes s'occupent et se focalisent uniquement sur ce qui ne va pas. Et ça, vous n'avez pas. C'est ce qui fait vendre aujourd'hui, non? Et c'est dommage, oui, parce que d'abord, ça crée un climat dans le pays qui est anxiogène. On le voit bien avec la Covid, là, tout le monde ne parle que de ça, soir et matin. Les gens, forcément, sont impactés dans leur tête. Moralement, ce n'est pas très, très bon. Et ça donne surtout l'impression que rien ne va, vous voyez, que de toute façon, rien ne va dans la vie des autres, rien ne va dans la vie du pays et rien ne va dans sa propre vie. Donc, on arrive à une création de pleurnichards permanents sur à peu près tout. Bon, c'est dur, incontestablement, c'est dur ce qu'on vit les uns les autres. Vous voyez, le fait qu'on soit obligé de se retrouver à distance, c'est triste. Mais en même temps, je pense que nos grands-parents, ils ont vécu des choses infiniment plus douloureuses pendant la guerre. Là, il y avait une occupation. Là, ça a duré plus de 4 ans. Et puis, il y avait des Allemands. Donc, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Voilà, il faut être un peu plus optimiste, je trouve, dans sa façon d'appréhender le monde et ne pas voir que le négatif. Sinon, on meurt. On meurt sur place. On n'avance pas, en tout cas. Il n'y a pas de sève, ça ne bouge pas. Donc, il faut que les gens, et notamment les jeunes qui en ce moment en bavent, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas de boulot, etc., et il faut qu'ils aient une appréhension du monde qui soit plus positive. Alors justement, quand tu parles du Covid, la Covid, ça fait 1 an qu'on en parle. Aujourd'hui, on a le sentiment que si un JT ne commence pas par ce sujet-là, eh bien forcément, il n'est plus dans l'actualité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà eu une information qui a duré aussi longtemps dans un journal TV, parce qu'on a toujours commencé tous les JT par la Covid. Est-ce que ça, aujourd'hui, toi, en tant que patron du 20h, tu l'aurais traité de la même manière que ce que font tes confrères aujourd'hui? Oh, j'aime pas donner l'idée de donner des leçons. En tout cas, bon, je suis pas aux affaires, je ne m'en occupe plus directement, mais je pense qu'il y a des jours où il faut faut tourner la page. Vous voyez, ce soir, par exemple, je ne sais pas ce que feront mes camarades, mais
il faut qu'ils ouvrent, sauf cas exceptionnel, mais il faut qu'ils ouvrent par la passation de pouvoir, qui n'en est pas d'une, puisque Trump a filé aussi sec entre le 45e et le 46e président des États-Unis. Tu crois que c'est ce qui va faire la une ce soir de tous les Ah, je chiffres? sais pas, c'est leur responsabilité. Et je n'incriminerai personne s'ils font autre chose. Rapidement, les six visages que tu vois à l'écran, on a connu, je ne sais pas si Pompidou, tu as eu l'occasion de le croiser ou pas, je ne sais pas. Oui, Pompidou, c'était même la première conférence de presse d'un président français à laquelle j'assistais. C'était à Pitsunda et il venait d'y avoir un sommet entre Léonid Brejnev et Georges Pompidou et il est mort 2 mois après. Quelle mémoire tu as. Aujourd'hui, en une phrase, si tu pouvais qualifier la relation que tu as eue avec pour l'homme qui a écrit l'anthologie de la poésie française et qui a si bien répondu justement dans une conférence de presse à une question sur l'histoire de cette professeure qui s'était suicidée, Gabriel Russier, après avoir aimé l'un de ses élèves. Il avait répondu par du Éluard, donc pour moi, ça reste d'abord ça. À Giscard, je l'ai dit, une intelligence exceptionnelle et vraiment un soutien indéfectible à l'Europe. Et vous qui savez ce que c'est que l'Europe, ça compte, surtout dans les moments où on a plutôt tendance à la jeter aux orties. Mitterrand, l'abolition de la peine de mort et un certain nombre de réformes qui ont permis au pays de pouvoir respirer, parce que vous voyez, ça faisait 23 ans que la droite était au pouvoir, il était utile aussi qu'il puisse y avoir une alternance. Ça a duré 14 ans. Après, on est sur Chirac, un désir permanent de toujours réconcilier les Français. Donc, je crois une proximité peut-être plus grande que ses prédécesseurs vis-à-vis de ces Français, de ces citoyens. Sarkozy, beaucoup de dynamisme, de volontarisme, et François Hollande, de la bonne volonté. Et voilà. C'est très neutre dans ce que tu dis. Alors, justement, l'interview en dehors de l'Élysée, parce que toi, tu as souvent fait les interviews des chefs d'État à l'Élysée. Là, il y a eu une première avec Bourdin et avec Penel. C'était délocalisé. Qu'est-ce que tu en penses, le fait de pouvoir interviewer un chef d'État en dehors de l'Élysée et puis, très honnêtement, le ton qu'avaient formulé ces deux journalistes sans cravate, en appelant le président Emmanuel Macron, enfin, il y avait une forme de manque de respect qui était assez criant, mais voulu de leur part. En 2 mots, qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a 2 choses. D'abord, dans la forme, moi j'étais pour la délocalisation. Je trouve que c'est utile d'être hors des ors et comment dire, de tout ce côté un petit peu comme le pouvoir, ça écrase. Et donc, quand vous êtes journaliste et que vous arrivez chez quelqu'un et que ce quelqu'un est en plus président de la République française, vous pouvez être un peu impressionné ou en tout cas influencé. Donc, c'est plutôt bien de faire ça à l'extérieur, ça c'est très bien. Après, il y a 2 types de questionnements. D'ailleurs, le questionnement de Plenel n'était pas tout à fait celui de Bourdin. Celui de Bourdin était plus factuel, en tout cas désireux de se mettre à la place des téléspectateurs, et celui de Plenel peut-être plus militant, quoi. Il a des opinions qu'il n'a jamais cachées d'ailleurs, et il les a exprimées à travers ses questions. Bon, ok. Juste une personnalité que tu n'as jamais interviewée, que tu aurais voulu côtoyer lors d'une interview? Eh bien, écoutez, en France, non, je crois que je les ai à peu près tous interviewés, donc de ce point de vue, je n'ai pas de soucis. En revanche, oui, le pape Jean-Paul II, ça, j'ai eu la chance si ce n'est de l'interroger, comment dire, d'échanger des questions avec lui, parce que normalement, le pape, vous ne l'interrogez pas, il ne doit pas donner d'interview. Mais le pape François, par exemple, oui, j'aurais bien aimé. Ou même aujourd'hui encore, interviewer Donald Trump dans sa retraite de Floride, ça m'intéresserait, bien sûr.
Les enjeux de l'audimat, je vais demander à Arnaud Dufour, qui est membre du Camp Business Club. Arnaud, la parole est à toi pour poser ta question. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Patrick Pauvre d'Arvor. Bonjour. Voici ma question. Donc, que pensez-vous de l'évolution de votre métier? Des informations sont parfois diffusées par des journalistes sans qu'elles soient toujours vérifiées préalablement. La course au buzz est très forte. Certains journalistes ne mettent plus une information en perspective, mais nous donnent leur avis sur une information empreinte d'un parti pris, politique ou autre. Ne faudrait-il pas créer un organisme indépendant comme une haute autorité du journalisme, par et pour les journalistes, afin d'avoir une information de qualité? Peut-être moins rapide, mais au moins plus sûre. Peut-on vraiment, au nom d'un risque de sentiment de censure, ne rien faire face à cette évolution? Alors, c'est incontestable que le journalisme a évolué. C'est toujours le même principe, hein, c'est d'aller chercher des informations et d'aller les répercuter vers le plus grand nombre, hein, que ce soit d'ailleurs des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs. Mais un certain nombre des observations que vous faites sont parfaitement justifiées, incontestablement. Mettre un ordre, et comme il y a eu des ordres des médecins et autres, etc., c'est un vrai problème. Je pense que la sélection se fait par le téléspectateur lui-même, ou l'auditeur, ou le lecteur. Il choisit de ne plus lire ou de ne plus regarder, s'il l'entend, ou de ne plus écouter. C'est vrai que un des maux dont souffre justement notre métier, c'est le fait de toujours courir après l'information. Et quand on court, même si on court en 4h50 ou en 5h50, peu importe, on court et on n'a pas le temps de vérifier. Donc, pour moi, une information ne doit être donnée que si elle est vérifiée. Ça s'appelle recouper une information. Et ça se fait dans les grands médias traditionnels, ça se fait plus sur le net, sur les réseaux sociaux. Tout se dit, tout cavale. Les fake news sont nombreuses. Donc, je vous en ai cité une me concernant, il y en a plein d'autres sur plein de gens. Vous ne pouvez pas empêcher, quand même, il y a encore pas longtemps, cette pauvre Morissette, 78 ans, première française à avoir été vaccinée, a été annoncée par les réseaux sociaux comme morte. Et il a fallu 26 000 communiqués, preuves, démentis, pour que ça disparaisse des réseaux sociaux. Mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de gens qui en sont encore aujourd'hui persuadés. C'est comme ça. Les gens sont souvent dans le complotisme, ils adorent se faire peur. Bon, certains d'entre eux ne sont pas aussi quand même peut-être bien équipés sous la calebasse. Donc, peut-être qu'ils sont prêts à gober n'importe quoi. Non, mais c'est un vrai problème, quoi. C'est incontestablement un problème, et c'est aux journalistes un peu de faire la police, en tout cas. Pour compléter ce que vient de dire Arnaud, rappelle-toi, Patrick, je crois que Martin Bouygues avait été annoncé mort il y a quelques années, avant de partir sur une de vos chaînes, je crois que c'était sur LCI, et le lendemain, il est parti sur TF1, et, parce qu'il y a eu la confusion entre quelqu'un qui s'appelait Martin Bouygues du côté d'Alençon, et il y a eu confusion des genres. Donc la information on avait annoncé Bernard Tapie également sur Le Monde avec Fabrice Lhomme et Gérard Davé qui avaient annoncé qu'il était décédé. Enfin, il y a eu ce type d'informations qui avaient été contredites, et c'est vrai que tout va vite. Et en tous les cas, merci Arnaud pour ta question. 10 millions de téléspectateurs, c'est le chiffre que j'avais, mais tout à l'heure, tu as parlé de 12 à 14 millions, Patrick. C'était quand ça marchait formidablement. Il y avait un événement particulier. Il y a même eu un jour, je ne sais plus combien ça a été, mais il se trouve que la 2 était en grève, donc c'était pas, voilà. Ah oui, c'était pas un chiffre. À triompher sans gloire, je crois qu'il ne faut pas trop. C'était le premier journal d'Europe, hein? C'était le premier journal en Europe. Oui, curieusement, et figurez-vous que le journal était plus regardé que les journaux américains, mais pas en proportion, en nombre de téléspectateurs, bien plus que CBS, que NBC, que ABC, et aujourd'hui que Fox News ou CNN. Michel, tu nous écoutes, tu es à Caen également. Il y a décidément les Canets ont la parole aujourd'hui. Tu voulais poser une question à Patrick. Oui, bonjour à tous, une merveilleuse année. Effectivement, bonjour Patrick, bonjour. Je souhaitais aborder une question en deux temps. Ne pensez-vous pas que la recherche du sensationnel journalistique pour l'audimat
dans cette société de l'image et des réseaux sociaux, pervertit la conscience professionnelle que devraient avoir les garants de l'information sociétale. Premièrement, et dans la suite de la première question, comment remédier à ces crucifixions permanentes, sans jugement préalable objectif, qui touchent tout le monde sur les réseaux sociaux, où chacun détient sa propre vérité, en plus qu'il souhaite imposer aux autres? Oui, la deuxième question m'interpelle en effet, parce que c'est terrible aujourd'hui. Quand vous avez un problème sur telle ou telle personne, que ce soit de différentes natures, immédiatement, tout le monde lui saute dessus. La réponse, même si elle est immédiate, est à peine audible, parce que ce qui compte, c'est l'assaillant, c'est le premier qui dégaine. Et c'est très difficile. Et parfois, il faut plusieurs jours pour que la personne en question ressorte de la tête de l'eau et puisse donner sa vérité. Parfois, il faut plusieurs mois et parfois, elle n'y arrive pas. Donc, c'est un vrai problème qu'on doit tous se poser, journalistes, quand on lance une accusation. Il faut vraiment bien être sûr de ce qu'on dit et laisser la parole aux gens qui sont accusés. Merci Michel. La question, c'est est-ce qu'on peut tout dire quand on est journaliste? Rappelle-toi, c'est pas forcément un bon souvenir. Patrick, tu nous diras si c'est un bon ou un mauvais souvenir. Regarde. Vous avez eu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres? C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus juste un mot. Sévères. J'ai pensé que je connais le sens de l'humour de nos amis belges, et en l'occurrence, moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, ça m'a même été reproché. Petit garçon, franchement, à 52 ans, Monsieur Poivre d'Arvor, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Non, mais vous avez l'air content. C'était pas du tout un reproche, là. Monsieur, oui, bien sûr. On sentait que vous étiez... C'était là, même un justement, quand tu compliment. vois cette interview, alors tu t'en souris aujourd'hui, je suppose qu'à l'époque, tu ne devais pas en sourire. Il y a des conséquences, on peut le dire. Je ne sais pas, est-ce que ça t'a coûté ta place, cette phrase, ou pas, Patrick? Oh bah oui, parce que c'est ce que m'a dit à peu près tous les gens de son entourage. Lui m'a dit le contraire, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas à lui que j'en veux d'ailleurs, c'est à ceux qui ont accepté que son énervement se traduise par mon licenciement. Ça, pour le reste, lui, il est dans son droit, il a le droit de dire j'aime un tel, j'aime pas un tel, il m'aimait bien avant, il m'aimait plus depuis. Bon, tout ça, c'est pas plus grave que ça. Mais c'est le patron, bah, il doit tenir le choc. Et j'ai eu des patrons qui ont tenu le choc, qui m'ont défendu dans des circonstances difficiles, et il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. On sent bien à travers le regard de Claire Chazal que toi, tu es sincère dans tes propos, et je pense que tu l'as dit sans aucune arrière-pensée. Et Claire s'est rendu compte à un moment que Nicolas Sarkozy l'avait plutôt mal pris. Forcément, ça doit être un moment un peu compliqué à gérer, ça. Oui, bah écoutez, moi j'ai dit ce que je ressentais à ce moment-là. Il venait tout juste d'être élu, hein, c'était quelques semaines après son élection, c'était sa première interview de président de la République. Il était utile de montrer qui il était profondément, et puis après tout, moi je sais que si j'avais été élu président de la République, bon bah il y aurait eu certainement un moment comme ça de vertige où j'aurais changé de peau, j'aurais changé de... Voilà, tout ça m'intéressait de savoir. D'ailleurs, ça a été extrêmement bien raconté dans un livre de Yasmina Reza qui avait suivi Nicolas Sarkozy pendant tout au long de la campagne. Elle a vu comment l'homme changeait. C'est ça qui m'intéressait. Bon, malheureusement, les hommes politiques, ils n'aiment pas toujours qu'on les très... Alors, je vais te montrer un autre exemple d'une séquence qui a aujourd'hui coûté la place également à un autre journaliste, rappelle-toi. Alors, comme je m'en souviens, j'ai pris quelques précautions. Grâce à la gentillesse de Décathlon, ça coûte rien à la maison France 2. Hein. Alors, on ne sait jamais. Si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vois ça, tu vois le journaliste qui va jusqu'au fond et qui est très provocateur,
Est-ce que, très sincèrement, Patrick, Paul Amar aujourd'hui a dû le regretter, je suppose, mais est-ce que ça, à notre époque, c'est des choses qui sont encore acceptables ou tu cautionnes ce qu'a fait Paul Amar? Oh, ben, j'ai d'abord la tendresse pour Paul. Il se trouve que juste avant qu'il ait prononcé les mots que vous avez gardés, il faisait allusion au débat d'avant, et c'était ce débat que j'avais animé sur TF1 cette fois, puisque là, ça se passe sur la 2, et c'était il y a tout juste 30 ans. Et oui, il y a 30 ans, vous vous rendez compte. La première fois que Tapi et Le Pen se rencontraient, c'était un débat terrible. Bon, je pense que ça a été maladroit de la part de Paul. En plus, le fait qu'il y ait une marque à l'antenne, c'était dramatique sur le service public, quoi. Bon, voilà, pour le reste, ça ne méritait certainement pas son éviction. Pour l'un ou l'autre. Aujourd'hui, on a parlé de la mort de Paul Saint-Bouis qui avait été annoncée. On va parler du métier de journaliste rapidement. Une petite question, j'ai découvert ça avec cette enquête, et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 5 ans, Christophe Ondelat a eu un gros souci de santé lors d'un JT sur BFM TV. Il a dû être remplacé au pied levé. Est-ce que toi, durant tes 30 ans, est-ce qu'à un moment, tu as eu comment vous auriez géré le fait que tu aurais eu un petit problème quelques minutes avant de prendre l'antenne, ou est-ce qu'il y avait des plans B à l'époque, ou est-ce qu'il y a toujours des plans B pour remplacer le journaliste? Ouais, il y a des plans B, mais qui sont souvent improvisés. En ce qui me concerne, ça m'est arrivé une fois. D'abord, j'ai présenté tous les journaux. Hein. Chaque fois, jamais, même quand j'avais la jambe cassée, j'avais 42 fièvres, etc., je présentais quand même. Mais un jour, en effet, le problème, c'est qu'on parle avec sa voix. Hein. Donc, j'ai eu un problème de voix, ça ne revenait pas. Je me suis fait piquer à la cortisone en extrême urgence vers 7h30, 8h moins 5, rien ne se passe, donc ce n'était pas super drôle, et je devais recevoir le Premier ministre de l'époque qui était Lionel Jospin. Et donc j'ai fait ce journal et cette interview dans des conditions très très difficiles, et à un moment donné, j'ai vu dans l'ombre arriver l'homme qui me remplaçait habituellement, qui était ce qu'on appelait mon joker, qui arrive, qui était tout maquillé et tout. Là, je me suis dit, oh là, ils sont en train d'imaginer que je coule en direct. Bon, je suis allé jusqu'au bout, mais c'est vrai que ça ne devait pas être très, très agréable pour les téléspectateurs, et pas davantage d'ailleurs pour Lionel Jospin, parce que je posais des questions d'une petite voix extrêmement faiblarde. Et est-ce qu'aujourd'hui, durant l'actualité, puisque vous êtes à l'instant T, le journal, le JT de TF1 commence à 58, la prise d'antenne est forcément la plus importante, parce que c'est là où vous le gardez en haleine et gardez vos téléspectateurs une minute avant le France Télévisions. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'est arrivé de bouleverser un journal en fonction de l'actualité qui est arrivée quelques minutes avant? Mais tout le temps. Tout le temps, mais vraiment, ça m'est arrivé, je sais pas, sur un journal sur 5 de changer ce qu'on avait imaginé tout au long de la journée. J'entends bien, mais moi, je prends l'exemple de Carchazal, de Carcoudray, qui était venu il y a... Ah, c'est chiant là, ouais. Il y a quelqu'un qui était venu, je crois que c'est Michel Recard, qui était décédé en en juillet 2016, et c'était un samedi soir, à 19h50, l'AFP annonce l'information à TF1, et forcément, ils sont obligés de changer tout leur journal 10 minutes avant la prise d'antenne. Donc, elle nous dit, j'ai subi tout le journal, puisque tout fonctionnait avec l'oreillette. Est-ce que ça t'est arrivé de changer complètement un journal en fonction de l'actualité de quelques minutes avant? Ah oui, bien sûr, je me souviens très bien de la mort d'Yves Montand, un certain nombre de morts célèbres, entre guillemets, mais aussi des événements qui arrivent au tout dernier moment, et je peux changer jusqu'à 2 minutes avant le journal. Ça m'est même arrivé pendant le générique de leur dire allez, finalement on démarre par ça, et non pas par ce qui était prévu. Non, c'est possible, on a aujourd'hui des moyens qui nous le permettent. Au début, ce n'était pas si facile parce qu'on était avec du télécinéma. Alors, donc, quand vous lanciez un sujet, il y avait des bobines de films qui partaient, mais le deuxième sujet était sur l'autre télécinéma, et donc il ne fallait pas se tromper. Non, aujourd'hui, c'est très facile.
Alors justement, aujourd'hui, vous parlez d'une autre époque, l'époque sans Internet et l'époque d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui était le plus facile? C'était à l'époque, il y avait, on arrivait à faire un travail de journaliste qui était plus conforme avant cette génération Internet, ou est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui? Non, ce qui a bouffé le système, c'est les réseaux sociaux, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il y a aussi beaucoup de circule n'importe quoi. Donc là-dedans, je ne sais pas, il n'y a pas très longtemps encore, on nous annonce que, c'était au début janvier d'ailleurs, que le pape actuel, François, a été arrêté. Et on dit arrêté par le FBI. Donc vous imaginez, le FBI arrêté. Mais ça a couru sur la toile pendant je ne sais combien de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Voilà. Mais il y a des avantages, il y a beaucoup d'avantages. Ça nous apporte voilà, il y a une sorte de fil permanent de l'actualité, ce qui fait que lorsque les gens ouvrent leur journal du matin, bien sûr, mais lorsqu'ils ouvrent aussi la télévision à 20h, ils savent à peu près tout de ce qui va être dans le journal de la. Ça change un petit peu le rapport avec l'information. Ce qui est assez amusant dans ce que tu dis, c'est on a reçu il n'y a pas très longtemps Gérard Rolls, avec qui on a une vraie affinité, et Gérard nous racontait, puisqu'il a écrit pas mal de bouquins en lien avec le sport, et on a évoqué à un moment une anecdote qui était liée au jeu de Mexico. Et il y avait les photographes de l'équipe, il y avait 3 photographes à l'époque qui se déplaçaient sur le site pendant les 15 jours de l'Olympiade. Et puis, il m'a posé la question à un moment, mais est-ce que tu sais comment les photos arrivaient le lendemain sur la une de l'équipe? Parce qu'il n'y a pas d'Internet à l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de tout ça. Et c'est vrai qu'on se pose la tête. Et en fin de compte, tout simplement, c'est qu'ils allaient le soir à l'aéroport, ils donnaient une enveloppe à des touristes et qui arrivaient le lendemain à Orly, et vous donnerez ça au motard qui attend dehors. Enfin, ça paraît complètement incroyable à l'époque, mais aujourd'hui, ça paraît complètement incroyable. Mais c'était également les données de l'époque qu'on faisait avec son temps. Donc, mais oui, j'ai commencé avec Gérard, qui est devenu un ami, et on a marché comme ça. Hein. On a marché comme ça et c'était pas plus mauvais, me semble-t-il. Il y avait peut-être moins d'informations, enfin moins d'images, et en tout cas évidemment moins d'images immédiates, mais ça nous donnait le temps de la réflexion. Ok, cette photo est quand même assez incroyable, hein, c'est que la starification des journalistes à l'époque avait une autre dimension qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un le nom de certains journalistes du JT, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse les journalistes actuels. C'était compliqué à gérer, ça, cette starification de l'époque, Patrick? Non, enfin tout ce qui était professionnel n'était pas du tout difficile à gérer. Après tout, on l'avait accepté, ce principe. Ça avait beaucoup changé par rapport à mon arrivée dans le métier où on parlait peu des présentateurs du 20h, c'était pas capital. Après, c'est devenu de plus en plus important pour les gens ou pour les médias qui circulent autour de nous. Non, ce qui était plus gênant, c'était tous les aspects de vie privée. Ça on était, Claire et moi, chassés en permanence par des paparazzis. On a eu le droit à peu près à toutes les avanies de la Terre. Bon, c'est comme ça. Il me semble que les choses sont un petit peu retombées. Vous avez un fils qui s'appelle François, tous les deux, et aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai cherché des photos, je n'ai pas trouvé sur le net. Je pense que là également, il y a une vie privée qui doit être respectée des uns et des autres. Est-ce que ça serait quand même amusant? Vous avez été tous les deux journalistes vedettes à la télé. Est-ce que lui, demain, se verrait journaliste? Ça serait quand même une… Ça sera son choix, puis ce sera le choix éventuellement s'il embrasse un jour cette carrière de ses patrons, on verra. Je pense qu'il a les qualités comme ça de recul, d'humour et de distance vis-à-vis des choses, mais vraiment, on n'a pas, ni Claire ni moi, à interférer dans ses choix, lui. Ok. Rapidement, est-ce que tu as eu peur durant ta carrière? Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti en insécurité? L'insécurité, oui, elle a été quasi constante dans les zones de guerre. Quand vous vous retrouvez à Sarajevo, quand vous vous retrouvez à Beyrouth, quand vous vous retrouvez à Bagdad, quand vous vous retrouvez… pire encore, vous savez, dans tous ces endroits où il n'y a pas de contrôle du tout, la Somalie, il y a eu beaucoup de situations délicates, mais bon, moi j'aime assez foncer, donc je fonçais. Jamais de garde du corps avec toi?
Non, à Paris, vous voulez dire? Non, à Paris, je les ai toujours refusés. Plusieurs fois, on me les a proposés parce qu'il y avait des menaces. On avait reçu des petits cercueils, des machins, des menaces de mort, de comme ça. J'ai toujours refusé et je n'ai pas à le regretter. Mais non, c'était pas très facile, notamment en Irak, quoi. En Irak, quand j'avais fait l'interview de Saddam Hussein, c'était très, très, très compliqué. Là. Une interview où tu as été moins à l'aise, où tu as eu le sentiment d'avoir loupé ton interview. Est-ce que c'est arrivé loupé, je sais pas, j'ai pas de souvenir immédiat. On parlait de Saddam Hussein à l'instant, mais Saddam Hussein, c'était quand même assez surréaliste parce que j'étais le matin même, j'étais expulsé d'Irak. Au dernier moment, ils me retiennent, ils me disent mais il y a une personnalité qui voudrait s'exprimer, ils disent pas de qui il s'agit. Je me retrouve dans un endroit où je vois qu'il y a plein de chaises vides. Je me dis oh mon Dieu, ça va être une conférence de presse, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, même si c'est Saddam Hussein. Enfin, une conférence de presse, voilà, c'est pas plus passionnant que ça d'être présent. Et puis là, je découvre qu'il y a des otages qui arrivent, des otages étrangers, donc c'est très délicat de se retrouver seul, disons, en liberté face à des gens qui ne le sont pas. Et puis après arrive Saddam Hussein, et après on commence à se titiller. C'est dur, je pense qu'ils vont me virer, parce qu'il y a un moment donné quelqu'un qui met la main sur l'écran, sur la caméra, parce que j'avais posé une question un peu indélicate. Enfin, ils avaient jugé indélicate. Puis après, il me prend sous le bras et puis on commence à faire un long aller-retour dans cet immense palais. Ça a duré 3 heures. Donc, ça, c'est une interview où dire que je me suis senti à l'aise à tous les moments de cette interview, non. Ingrid, tu es à Bordeaux, tu voulais nous poser une question, on t'écoute. Oui, bonjour à tous et ravi de vous rencontrer, monsieur Bonjour. Darvor. Pensez-vous effectivement qu'aujourd'hui, pour être un jeune bon journaliste, à ce jour, faut-il avoir de bonnes connaissances littéraires, une culture littéraire? Qu'en pensez-vous? Moi c'est mon goût personnel, donc j'ai plutôt tendance à l'encourager. Je pense que c'est bien d'avoir un regard sur les choses qui soit un regard avec de la culture, en tout cas, c'est vraiment important, avec du recul. Donc, bien connaître l'histoire. L'histoire, c'est très important, peut-être davantage encore que la littérature, bien sûr. Mais je pense que je connais des très bons journalistes qui sont d'origine scientifique, d'autres qui sont des anciens médecins, d'autres qui sont… Enfin, il y a plusieurs possibilités, hein. Et c'est ça que j'aime bien dans mon métier, justement, c'est que c'est très ouvert. Les gens peuvent arriver de partout, mais je pense qu'une bonne culture littéraire est utile. Ouais. On est à la… Merci Ingrid, merci beaucoup de ta question. On est à la conclusion, l'heure est passée très très vite. En un mot, tu commandes juste les 2-3 photos que tu vas voir, Patrick. Où est-ce que tu étais ce jour-là? Alors, je venais d'enregistrer l'émission Vol de nuit, qui était une émission que je faisais autour de la littérature. Et en sortant dans la régie, il y a un technicien qui me dit regarde, et c'était une image qui était avant celle-ci. Il y a un avion de tourisme qui vient de percuter une des tours. Et évidemment, ce n'était pas un avion de tourisme. Heureusement, on a eu la bonne idée de prendre l'antenne. Il est 3 heures de l'après-midi, à peu près en France à ce moment-là. Et très peu de temps après arrive justement cette deuxième image avec le deuxième avion qui va percuter la deuxième. Et là, tu vas rester 12 heures à l'antenne à peu près là? Jusqu'à vers 23 heures à peu près, oui. Okay. Donc, moment. Guignol. Ah. Bon souvenir ou pas bon souvenir? Oh, oui. Oh, moi, j'ai laissé faire. Je pense qu'il faut être dans ces cas-là. Voilà, c'est une manière, vous dites, de reconnaissance. Je ne suis pas complètement sûr, mais enfin, c'était en tout cas le fait que j'étais considéré comme l'archétype du journaliste français. C'est pour ça que ils m'ont utilisé. C'est unique au monde d'avoir le journaliste qui soit sur la une et qui soit sur une autre chaîne en même temps 2 fois. C'était délicat parce que mes patrons étaient très hostiles à ça.
Et ils n'avaient pas tort, parce que les gens de Canal, de l'équipe des Guignols, me faisaient dire des horreurs, y compris sur eux. Donc, vous savez, c'était quand même une drôle de dichotomie. C'est vrai qu'on t'a proposé d'être ministre à plusieurs reprises. Oui, mais pas lui, justement. Pas lui. François Mitterrand, curieusement, en effet, c'était en 88. Même Nicolas Sarkozy aussi, d'une manière plus détournée. Et après le fameux incident dont je vous ai parlé, voilà. Bon, mais j'ai toujours refusé parce que je préfère mon indépendance, mais j'ai du respect pour ceux qui font ce métier. À part le journalisme, alors, on est autour des livres. Tu as écrit plus de 60 livres, 70 livres aujourd'hui. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que tu les écris non pas à la machine, mais tu les écris avec ta belle plume. Donc, tu es attaché au papier. De tous ces livres que tu as écrits, Patrick, quel est celui qui t'a le plus marqué? D'abord, oui, c'est vrai que j'ai écrit à la main et je suis nul à l'ordinateur. Vous en savez quelque chose puisque vous étiez obligé d'être venu avec Clémence pour me l'installer. Je n'utilise pas d'ordinateur. Je n'ai pas d'ordinateur chez moi. J'écris à la main et ça me va très bien. Le premier qui se trouve complètement à l'extrême gauche, en haut à gauche, le premier, c'est Les Enfants de l'Aube. J'avais 17 ans. Alors évidemment, c'est un peu naïf, mais bon, c'est important, ça a été une partie de ma vie. Et puis les livres que j'ai écrits sur ma fille Solène, notamment celui que vous voyez, qui s'appelle Elle n'était pas d'ici, ont une importance. Le dernier, c'est un livre sur la Bretagne, qui s'appelle La Bretagne au cœur, et là, je suis en train d'en écrire un autre. J'aime ça, moi, j'ai besoin d'écrire, ça me rend heureux. Et tu es en train également d'écrire une pièce de théâtre aussi? En ce moment, oui, une pièce de théâtre avec mon frère et peut-être un scénario pour un film de télévision. On regarde la fin. Un souvenir, c'était… On le sait peu, mais Shakespeare s'était inspiré du drame d'Herculanum. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est unique, nul ne peut le défaire. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces 2 décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Je vous laisse en bonne main pendant l'été puisque ce sont celles d'Harry Roselmack. Et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Soyez aussi heureux que cela est possible. Et comme on dit en Bretagne, adieu Vat. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia suivie de RIS Police Scientifique. Très bonne soirée à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Vous voyez autour de moi ce spectacle de désolation. Ce soir encore une page spéciale tout entière au Rwanda. Vous voyez, on est en train de creuser des tombes. Est-ce que vous craignez l'élimination physique? Jamais un raid aérien n'a développé pareille puissance de feu dans l'histoire. New York et Washington ont été frappés par des attentats qu'on osait à peine imaginer. Je vous propose de voir la libération d'Ingrid Betancourt. C'est cadeau. Vous avez passé plus d'un tiers de votre vie en prison. Vous acharnez, Patrick. Charleston, bonsoir. Vous vous croyez autorisé à me poser des questions? Oui, vous pouvez nous répondre. Votre question dérape vers une certaine insolence. Monsieur Porte-d'Enfort, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Voilà, Patrick, on vient de passer 1 heure ensemble. Je t'avoue que je prends un plaisir énorme. Ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre. Tu es déjà venu à Mulhouse et à Tours dans nos clubs, à Arras également, à Lens. Je veux savoir que tu vas aller à Nantes bientôt, Lyon, enfin tu vas te balader dans nos business clubs. Je voulais savoir si tu as passé un bon moment avec nous aujourd'hui. Oui, d'abord parce que j'aime beaucoup vos questions, vous êtes friands, vous êtes curieux, vous êtes friands d'informations, ça c'est déjà formidable. Il y a tellement de gens qui sont repliés sur eux-mêmes. Et puis 2, là, exceptionnellement, c'est vrai que j'ai pu dialoguer avec la France entière. Hein. C'est d'habitude, on est face aux gens, ce que je préfère. Mais là, on a eu la possibilité de parler avec
avec plusieurs grandes métropoles françaises. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous et j'espère que la prochaine fois, ça sera en présentiel, comme on dit. C'est horrible comme mot, mais en tout cas, que ce soit physique comme contact. Alors, moi, je voulais remercier toute l'équipe qui travaille avec moi, Céleste, Victoire, Vincent, et puis Benjamin pour l'organisation de cet événement. Et puis, j'ai un petit clin d'œil. Moi, je vais te le dire, Patrick, j'ai un petit clin d'œil parce qu'on a notre 449e déjeuner. C'était avec toi qu'on a fait le dernier avant ce confinement et j'avoue que quand on a démarré l'histoire, j'avais écrit 10 noms que j'aimerais un jour recevoir et cette feuille, elle est dans mon bureau. Et je l'ai cachée dans une enveloppe et sur ces 10 noms, j'en ai reçu 5 déjà. Donc, tu fais partie. Wow. Et je suis très fier et surtout beaucoup d'émotions parce que quand on arrive tout à l'heure, non seulement on s'intéresse à toi, bien évidemment, mais tu as toujours ce petit mot qui fait que tu t'intéresses toujours aux gens. Voilà, merci Patrick en tous les cas pour cette gentillesse et puis on te dit à très vite dans nos clubs. Merci. Salut. À très vite Olivier. Merci beaucoup. Merci à Céleste et à tout le monde.